C'est par cet accueil chaleureux réservé au secrétaire national PDG Estuaire que les militants du premier arrondissement de Libreville ont entamé l'activité le 12 mars en différé. Oui, camarades secrétaires national, c'est en effet le 18 mars 1842 que le chef Pongoué, Anguillet Redoué, dit le roi Louis, signa avec Boued Villomèze le traité par lequel il concédait à la France le territoire situé entre le village du roi Glace et celui du roi Quaben. Camarades secrétaires national, c'est donc dans ce quartier historique et chargé de symboles qu'il me revient, en tant que secrétaire d'arrondissement et responsable de nos structures de base, fédérations, sections et comités, de vous souhaiter la bienvenue au premier arrondissement de Libreville. Toutes les forces vives de l'arrondissement réunies autour du membre du bureau politique Annie-Christelle Limbour-Iwenga, accompagné du membre du conseil consultatif des sages André Dieudonné Baer, ont célébré en toute ferveur, dans une ambiance inégalable, l'anniversaire du Parti démocratique gabonais sous le sceau des deux airs, la régénération et la revitalisation. Notre devise, la devise de notre parti, dialogue, tolérance, paix. Mais le départ, vous n'allez pas dialoguer. Parce que pour dialoguer, dit, ça signifie au moins deux. Ça signifie déjà être humble. Être humble. Et je citerai un ancien philosophe, et vous connaissez cette citation de moi. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Annie-Christelle Limbour-Iwenga a, au cours de son allocution, rendu un hommage mérité au défunt président fondateur Hadj Omar Bongo Ondimba, chantre de la paix et de la tolérance, et au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba pour sa vision éclairée, son sens du patriotisme et son esprit rassembleur tel un véritable père de famille. Nous sommes réunis ici grâce à un homme. Un grand homme qui a eu une grande vision et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les Gabonaises et les Gabonais dans leur ensemble puissent encore se parler, puissent encore se tolérer, puissent encore vivre paisiblement dans l'unité et la concorde de notre pays. Je voudrais citer le grand camarade, président fondateur de notre parti, Omar Bongo Ondimba. Ans après, le PDG est encore et toujours debout contre vents et marées. Et grâce, cette fois-ci, à la vision d'un homme, d'un fils de ce pays, d'un camarade qui a été distingué lors d'un congrès. Je veux citer notre distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, nous sommes arrivés à tenir un congrès. Le congrès qui a été qualifié du congrès de tous les dangers, parce qu'on ne savait plus si le PDG allait rester PDG ou s'il allait sortir de là sous une autre étiquette et avec ses enfants dispersés. Mais ce congrès a bel et bien eu lieu. Et ce congrès n'a pas été le congrès du désespoir. Bien au contraire, il a été le congrès de la régénération, le congrès de la revitalisation, le congrès du PDG nouveau que nous voulons fort, unis et prospères.
L'organisation du 12 mars en différé du Parti démocratique gabonais dans le premier arrondissement de Libreville fut un coup de maître, digne d'un parti politique qui souffle là sa 50e bougie. Le 12 mars, en différé dans le premier arrondissement de Libreville, c'est aussi la remise des parchemins à plusieurs jeunes ayant pris part au séminaire de formation sur la gestion des déchets ménagers, mais également un don communautaire offert au dispensaire de l'Ouï, composé essentiellement d'un climatiseur, une imprimante et autres matériels informatiques de bureau. Toute chose qui viendra un tant soit peu améliorer les conditions de travail du personnel de ce dispensaire. Un énième geste de cœur du membre du bureau politique PDG Annie-Christelle Limbour-Iwenga, qui à son tour a reçu un diplôme honorifique pour marquer sa générosité et magnifier ainsi ses différentes actions. Dévouée à la tâche et portée par un élan de solidarité à l'égard de son prochain. L'on retiendra en définitive qu'ici, au premier arrondissement de Libreville, on a mis les petits plats dans les grands pour rendre une fois de plus la fête encore plus belle. L'association Imagine Gabon a tenu ce jour une conférence débat avec pour thème « Lutte contre la vie chère au Gabon, bilan et perspectives ». Cette association est un groupe de 4 Gabonais partageant l'ambition commune de promouvoir l'excellence et la compétence au sein de l'administration gabonaise, mais aussi lutter contre l'ignorance. Ce débat animé par le directeur général de la concurrence et de la consommation a permis aux participants d'obtenir plus d'éclaircissements sur la question. J'ai été invité ce matin par Imagine Gabon pour faire un bilan des mesures prises par le gouvernement qui visent à lutter contre la vie chère. Donc autour de certains experts, autour de certains universitaires, autour de certains partenaires économiques, nous avons donc passé en revue ce bilan en retenant que l'une des principales mesures décidées par le gouvernement en octobre dernier était le blocage des prix de 167 produits. Et que cette mesure devait durer 6 mois. Les 6 mois se sont écoulés, donc je suis venu présenter ce matin la perception par les consommateurs, par les opérateurs économiques et par la direction générale de la concurrence de la mise en œuvre de cette mesure. Et nous avons également discuté d'autres mesures qui concourent à lutter contre la vie chère, notamment les soutiens directs aux revenus des ménages, les soutiens indirects, les mesures pour augmenter l'offre nationale. Il a également été question pour Emmanuel Eyegenze de s'exprimer sur les perspectives visées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. En termes de perspectives, comme on l'a dit, la lutte contre la vie chère ne se résume pas simplement au blocage des prix. Nous avons vu le budget des ménages et vous avez vu qu'il y a 4 composantes qui grèvent considérablement le budget des ménages. Il y a déjà l'alimentation, il y a les logements, il y a le transport et il y a la santé et l'éducation. Donc, la lutte contre la vie chère pour le gouvernement doit être une réponse globale à ces 4 préoccupations. Et nous pensons que c'est ce que le gouvernement est déjà en train de faire. Puisque vous avez la CNAMGS au niveau de la santé, vous avez le programme des logements sociaux. Bon, peut-être la difficulté aujourd'hui et sur laquelle on pense qu'il faille avoir une réponse très très efficace, c'est la mise en place d'un système de transport urbain efficace parce que le transport aujourd'hui grève sérieusement le budget des ménages, surtout lorsque vous avez des enfants scolarisés qui doivent prendre le taxi tous les matins et que vous-même vous deviez vous rendre au travail. Le budget de transport aujourd'hui est très important chez les ménages. Il faut une véritable réponse en matière de transport public organisé. Cette première sortie de l'association Imagine Gabon, dont l'objectif principal serait de créer une plateforme d'échange entre les acteurs aussi bien politiques qu'économiques, mais également ceux de la société civile gabonaise, afin de réfléchir ensemble sur les problèmes qui minent la société.
Cette conférence débat qui a vu la participation du vice-président de l'Assemblée nationale, des responsables d'associations, d'étudiants et bien d'autres spécialistes des questions économiques dans notre pays n'a pas laissé les participants indifférents. J'ai eu donc cette opportunité d'être conviée à cet échange ce matin par Imagine Gabon, think tank, qui est pour moi en fait une plateforme qui permet en fait de véhiculer les politiques gouvernementales adressées donc à la population. Et j'en ai profité d'ailleurs parce que je ne suis pas nécessairement intervenue pour ce qui concernait en fait le thème de la lutte contre la vie chère. À ce sujet, j'ai juste mentionné que en fait, il fallait que cette lutte se passe également aussi en amont, avec déjà la précision en fait de la marque qu'on importe au Gabon, de tout type de produits. Et j'en ai profité parce que c'est une plateforme d'échange. J'en ai profité donc pour rappeler donc quelques missions, quelques prestations qui sont déjà payées par la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État. Je salue l'initiative de ce think tank qui a regroupé à la fois quelques parlementaires, la société civile, le secteur privé, l'administration. C'est une très bonne chose et le thème est un thème d'actualité. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est espérer que les conclusions de leurs travaux puissent être transmises au gouvernement, au Parlement. Et donc, comme proposition, nous avons proposé qu'il puisse y avoir un partenariat avec le Parlement en termes de renforcement de capacité, parce que les questions qui sont évoquées ici sont vraiment des questions importantes et nous pensons que nos parlementaires qui doivent améliorer le cadre de vie des populations peuvent être nourris de toutes ces réflexions. Et la vie chère est une question globale. Il faut saluer l'initiative en espérant que le Parlement aura un écho favorable, le Conseil économique et social. Promouvant l'excellence et la compétence, il faut le rappeler, sont les principales leitmotifs de cette association dénommée Imagine Gabon, qui à travers ce premier échange dont le thème choisi était « Lutte contre la vie chère au Gabon, bilan et perspectives », annonce très prochainement la tenue de rencontres semblables afin de mieux édifier les populations gabonaises et proposer au gouvernement des voies de solution. Le projet d'ordonnance portant modification du statut général de la fonction publique défendu par le ministre Jean-Marie Ogandaga et adopté en Conseil des ministres du 23 février dernier a été rejeté ce mardi 10 avril par les députés de l'Assemblée nationale au motif que ce texte de loi ne mérite pas un traitement en procédure d'urgence au regard de sa complexité. L'Assemblée nationale, déjà que je remercie, nos honorables députés, ont rejeté la forme. Ils ont rejeté certes l'ordonnance parce que une loi aussi importante qui va définir l'avenir de plusieurs agents publics ne peut pas se prendre de façon lapidaire, comme une ordonnance. Pour justifier ce rejet, les députés ont exprimé clairement au ministre de la fonction publique Jean-Marie Ogandaga, venu pour défendre cette ordonnance, d'aller le transformer en projet de loi afin qu'il soit minutieusement examiné par l'Assemblée nationale. Pour nos élus de la Chambre basse du Parlement, ce projet d'ordonnance qui touche directement la vie quotidienne de nombreux Gabonais ne peut passer en procédure d'urgence et sous pression, car il mérite un examen rationnel. Et je crois que c'était ça l'argument des honorables députés. Le docteur Thibault, rencontré pour la circonstance, en sa qualité de politologue, nous édifie et nous éclaircit sur les tenants et les aboutissants de cette actualité de l'heure. Au regard du contexte politique et social que nous vivons actuellement au Gabon, un texte qui ne fait pas l'unanimité a quand même en lui des germes, des soubresauts sociaux. L'Assemblée nationale a pensé bon de rejeter ce texte-là en l'état. Selon cet éminent chercheur, l'Assemblée nationale gabonaise n'a fait que ce qu'elle devait faire, car elle a reflété le ressenti des populations gabonaises face à cette ordonnance de loi. Je pense honnêtement que pour une fois, l'Assemblée nationale a peut-être décidé d'aller dans le sens de l'opinion publique.
dans ce sens que le texte proposé aujourd'hui ne fait pas l'unanimité. Les députés entendent examiner cette réforme sous forme de projet de loi afin que toutes les parties prenantes soient auditionnées au regard des récriminations qui sont faites au projet d'ordonnance portant modification, suppression et complétant certaines dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique. Lorsqu'un texte a été rejeté, cela ne veut pas dire que le texte est abandonné. Le texte peut faire l'objet de quelques modifications et le texte peut être représenté à l'Assemblée nationale pour un autre débat. Peut-être si le ministre tient à son texte, peut-être qu'il va le retravailler et le représenter la prochaine fois. Le ministre de la fonction publique est donc renvoyé à ses notes et dispose encore d'un délai de 3 mois pour déposer son projet de loi afin que les députés puissent l'examiner avant la fin de la première session ordinaire du Parlement qui s'achèvera le 30 juin prochain. Peut-être qu'il y aura des amendements, peut-être que le texte sera représenté à l'Assemblée nationale. On verra ce qui va se passer. À l'heure où le mandat de ces élus de la Chambre basse a pris fin depuis déjà plusieurs mois, selon certains avis, ces députés ont pour une fois fait ce qu'ils devaient faire et pour d'autres, ces élus ne sont plus, semble-t-il, si légitimes qu'ils devaient l'être. Mais une chose est sûre, ce projet d'ordonnance portant modification du statut général de la fonction publique, porté par le ministre Jean-Marie Ogandaga, vient d'être rejeté clairement et nettement par l'Assemblée nationale. Affaire à suivre. Nous avons tenu à éclairer l'opinion sur les élections des délégués du personnel qui s'est tenue, l'élection qui s'est tenue le 26 mars dernier, organisée par notre employeur. Et il y a donc eu un chronogramme qui avait été arrêté. Ce chronogramme-là fixait le jour du vote le 26, de 7h30 à 13h. Et je rappelle au passage que l'élection des délégués du personnel est régie par l'arrêté ministériel 147. Le CIPROS est sorti donc largement vainqueur de cette élection. Sur 53 délégués, le poste des délégués, le siège des délégués, nous avons remporté 46, selon les procès-verbaux. Nous avons été donc surpris de constater que les résultats portaient sur une partie d'établissements. Je veux dire le siège et quelques autres établissements choisis au pif par l'employeur. La raison nous avait pas été donnée. Nous avons donc porté un recours au niveau interne d'abord pour rassurer ces nombreux travailleurs qui étaient levés pour nous donner cette majorité. Nous avons interpellé les administrations parce que nous savons que nous sommes dans un état de droit et qu'il n'y a que le droit qui doit être lu. Et nous faisons entièrement confiance à ces administrations-là, en l'occurrence l'inspection du travail, qui est habilitée à valider une élection. Le lancement officiel de la gratuité des soins pour ceux qui aident des femmes enceintes dans les structures hospitalières publiques de la capitale gabonaise a été effectif le 22 mars dernier par le président de la République gabonaise. Pour se rassurer de la mise en pratique de cette mesure, une énième visite a été faite ce jour au centre hospitalier universitaire d'Ovendo où on parlerait d'un boom sur le plan pratique. Sur le plan pratique, il y a eu un boom de la fréquentation de la maternité. Vous savez que la maternité a à peu près 30 lits. Et avant cette situation, avant cette phase-là, on faisait à peu près 3-4 accouchements par jour. Et actuellement, avec cette mesure, les femmes viennent facilement dans les maternités et on enregistre donc une hausse, une tendance vers le haut de nombre d'accouchements. Donc actuellement, on fait à peu près 20 accouchements par jour, avec un taux de césarienne qui fait à peu près 20%. L'accouchement est pris en charge entièrement dans sa totalité, dans la phase prénatale, dans la phase natale et dans la phase postnatale. En termes du personnel, on parlerait de... On n'a que 2 sages-femmes par 8 heures pour gérer 20 accouchements. On a un médecin pour gérer les urgences. Et donc, si le taux de césarienne va vers le 20-25%, vous voyez que c'est une charge de travail. Donc, sur le plan des ressources humaines, on a des soucis. Sur le plan de l'hôtellerie, de l'occupation des chambres, on a d'énormes problèmes. Donc, je crois que c'est ces pans-là qu'il faut se tourner un peu
pour aider la maternité. Au dire du chef de service de la maternité du CHU d'Ovendo, plus de 80% de ces femmes enceintes seraient déjà assurées. Je crois qu'environ 80% sont déjà immatriculées à la NAMGS. Mais celles qui ne sont pas immatriculées à la NAMGS et qui ont plus de 18 ans sont prises en charge également comme celles qui avaient la carte, parce qu'on a eu la chance et le bénéfice d'avoir déjà la NAMGS installée dans la maternité. Ceci prouverait à suffisance que la question de la santé publique au Gabon fait partie des priorités des plus hautes autorités de la République gabonaise. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, dont l'un des services serait présent au CHU d'Ovendo, est revenu sur les différentes modalités auxquelles la CNAMGS prendrait en compte. Les conditionnalités de ce point en charge sont simples. Il faut être de nationalité gabonaise, être assuré CNAMGS, présenter à la CNAMGS une pièce qui fait de vous un Gabonais, une Gabonaise, je voulais dire. Et à cela s'ajoute le certificat de grossesse. Et cela s'ajoute le certificat d'accouchement pour avoir justement droit à la layette. Voilà un peu les conditionnalités pour se prendre en charge par la CNAMGS. Depuis l'effectivité de cette mesure, pour parler de statistiques, on noterait. À nos jours, dans l'ensemble des sites, nous sommes à plus de 1000 femmes accouchées. C'est-à-dire dans les 9 centres qui existent à l'heure actuelle à Libreville. Il faut peut-être rappeler qu'à Libreville constitue l'étape pilote, parce que cette mesure va s'étendre dans le reste du Gabon, parce que le Gabon compte 9 provinces. Donc présentement, je peux vous dire que nous sommes à peu près à 1000 femmes accouchées, prises en charge par la CNAMGS. Comme tout domaine d'activité, les difficultés, ils en rencontreraient. Les difficultés, c'est de rappeler à nos sœurs gabonaises que lorsque le chef de l'État, malgré la situation macroéconomique que nous connaissons, prend des mesures fortes, j'entends sociales, il faut que les Gabonaises prennent également leur niveau de responsabilité, parce que la conditionnalité, comme j'ai dit tout à l'heure, de se prendre en charge, nous avons des Gabonaises malheureusement qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous comprenez que c'est parfois difficile pour nous de prendre ces dernières en charge. La carte nationale d'identité et la carte d'assurance à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale seraient les principales pièces à fournir pour les femmes enceintes de nationalité gabonaise. En vue de vulgariser la finance islamique dans notre pays, l'Institut gabonais de finance islamique, avec l'appui du cabinet IFAS, l'expert par excellence en finance islamique, vient de lancer la 2e édition du séminaire de formation sur comment peut-on faire de la finance islamique, après justement avoir au préalable en décembre dernier posé les fondements de la finance islamique dans sa définition globale. On a pensé qu'il était important de poursuivre dans cette dynamique en organisant donc aujourd'hui, environ 4 mois plus tard, toujours avec notre partenaire de l'IFAS, que nous tenons ici à remercier pour sa disponibilité, accompagner le Gabon, accompagner l'IGAFI dans sa mission locale qui consiste à vulgariser la finance islamique au niveau du Gabon. Durant 3 jours, ces acteurs de la finance, du monde des opérations maritimes et de coopération avec l'extérieur, apprendront tous les systèmes liés à la finance islamique, notamment en se référant de ce qui se fait au niveau des marchés capitaux islamiques, pour mieux appréhender le sujet qui se présente comme une poule aux œufs d'or, car elle sort complètement du cadre de la finance conventionnelle. Il faut sortir de la logique du prêt, parce que les investisseurs islamiques ou les banques islamiques ne prêtent pas d'argent. Elles vont rentrer avec leurs clients, avec les opérateurs, dans différentes opérations qui vont être des opérations de commerce, des opérations de location avec option d'achat par exemple, ou des opérations d'investissement en devenant partenaire de l'opérateur sur un projet désigné ou déterminé. Pour cette 2e session, les modules sont au nombre de 4 et les travaux seront supervisés par le secrétaire général de l'IGAFI, Saïd Abeloko, qui pour rappel est un établissement dont l'objectif est de promouvoir le développement du marché de la finance islamique en République gabonaise. C'est un secteur méconnu de la finance mondiale il y a encore quelques temps. La finance islamique à l'échelle nationale commence à faire ses preuves, justement par le biais de l'IGAFI et l'IFAS. Dans cette salle de conférence, la plupart de ces acteurs découvrent la formule finance islamique pour la première fois. Mais les plus curieux avaient déjà, 24 heures avant,
fait des recherches sur ce type de finance basée sur la charia, la loi islamique. J'ai compris que la finance islamique, c'est un mode de financement qui fait recours beaucoup plus à la loi islamique, à la charia, et dans lequel l'intérêt est prohibé. Mais cette formation ne s'est pas contentée d'avoir seulement les gestionnaires du monde de la finance. Même ceux de la mer se sont investis pour voir dans quelle mesure transformer nos ports maritimes. C'est déjà pour nous un plus de savoir comment on peut acquérir des financements islamiques pour pouvoir développer nos ports. Mais pour mettre en applicabilité la finance islamique qui cherche à transmettre une vision de justice, d'équité, de transparence, plusieurs formules doivent être utilisées, à l'exemple des soukouks. Les soukouks sont proches des obligations, c'est-à-dire qu'ils permettent de lever beaucoup d'argent, tout en permettant à la fois de rémunérer les investisseurs, sans mettre de côté l'obligation de l'émetteur, donc de celui qui lève les fonds, d'honorer ses engagements pour que les investisseurs puissent être rémunérés. Mais on va passer par différentes opérations et surtout dans les soukouks, on a fondamentalement besoin d'actifs réels. Rappelons tout de même qu'en 2008, la finance islamique s'est chiffrée à 700 milliards de dollars sur le marché mondial, à 1300 milliards en 2011 et à 1540 milliards de dollars en 2012. L'épargne correspond à la partie du revenu des ménages, d'une entreprise, d'une personne qui, durant une période donnée, n'est pas affectée à la consommation. Elle est généralement confiée à un organisme financier. De cette définition, il est clairement compris que la notion d'épargne concerne toute personne, groupe de personnes ou entreprise, pour ne citer que cela, désireux d'accroître ses revenus en mettant de côté son argent pour des fins bien définies. C'est sans doute avec cette notion que de nombreux Gabonais ou autres personnes résidant au Gabon ont pris l'habitude de verser leur argent dans les différents organismes financiers présents en terre gabonaise. Mais avec les quelques incidents rencontrés par ces derniers, à l'exemple de l'affaire BR-Sal, qui a vu en 2015 une multitude de personnes privées de leur argent, ils sont nombreux ces individus qui, à ce jour, éprouveraient des difficultés à confier à nouveau leur argent à ces organismes financiers présents au Gabon. Jamais. Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est partout. Je préfère même de creuser mon trou. Je mets mon argent dedans que d'aller encore aller déposer. Même s'il y a l'incendie, quand c'est dans le trou, je vais toujours trouver ça. Ça ne va pas se brûler. Si pour certains, les souvenirs amers les rendent réfractaires quant à la question d'épargner dans une banque ou autre établissement bancaire, d'autres en revanche sont plutôt optimistes. Tout à fait normal. Si par exemple, les voleurs viennent te voler chez toi, tu vois comment tu vas mettre la main sur la tête. Donc autant d'aller mettre ton argent à la banque. Hein, c'est pas ça. Tout compte fait, l'on se rend bien compte que la culture d'épargne est ancrée en plusieurs individus qui souhaiteraient réaliser des projets. Reste à chacun de choisir la méthode qui lui conviendrait le plus, entre faire confiance aux structures bancaires ou être soi-même son propre banquier.